Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes dans l'émission Autrement, l'émission qui explore les alternatives. Celle-ci ne devrait peut-être pas ou plus en être une. La contraception dite masculine, on le sait dans notre société, la contraception reste une affaire de femmes. Alors autour de la table, ce soir, celles et ceux qui envisagent la contraception autrement. Bonsoir Chloé Debon. Bonsoir. Alors vous avez créé un collectif Femmes Prod, vous êtes réalisatrice, vous créez un documentaire autour des violences que les femmes peuvent subir médicalement, en quelques mots, c'est ça? Tout à Et fait. vous êtes avec nous ce soir parce que via votre collectif, vous organisez des ateliers de contraception mutualisée. Exact. Ça veut dire quoi? Alors la contraception mutualisée, ça permet de mettre en lumière le fait que dans un couple, on est deux et que chacun peut prendre sa responsabilité en termes de contraception, pas uniquement les femmes. Et donc oui, ça découle vraiment de cette envie de proposer des alternatives pour des femmes, par exemple, qui veulent se lancer dans la contraception naturelle, comme la symptothermie, ce qui demande un petit peu d'apprentissage et de se dire, ok, je serai plus sereine de le faire. Sans qu'il y ait d'hormones qui interviennent dans le processus de contraception. Tout à fait. Alors, on aura le temps d'en reparler évidemment. Daniel Muriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes andrologue au CHU Saint-Pierre et vous êtes spécialisé dans la fertilité masculine et du coup aussi dans l'infertilité masculine. Quand on essaye de ne pas être fertile, on vient vous voir pour faire des vasectomies par exemple à Saint-Pierre. Oui, effectivement, c'est donc une méthode de contraception définitive qui consiste essentiellement à la section de petits canaux qui relient le testicule à la prostate. Voilà, on en fait de plus en plus, en Belgique, à Bruxelles. Oui, actuellement. Donc, les derniers chiffres en 2017, c'est 10 000 vasectomies en 2017. 80% en Flandre. Voilà, mais cette méthode est définitive ou quasiment, on expliquera un peu la nuance tout à l'heure. Il y a une autre méthode développée notamment par une personne autour de la table, c'est vous Maxime Labritte. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez développé l'anneau contraceptif, ils sont devant vous, vous pouvez les montrer. Alors à quoi ça ressemble? C'est un anneau en silicone. Alors voilà, c'est un anneau en silicone biocompatible et qui est pensé et dédié au maintien des testicules en position. On va voir comment ça marche dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous présente aussi Stella Muguruza. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez parler de votre parcours contraceptif avec nous ce soir parce que c'est quelque chose que vous avez dû subir, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas vous avez dû veiller à votre contraception. Vous êtes la compagne de Maxime en fait, et depuis que vous avez développé, en tout cas vous militez pour cette contraception dite thermique, ça a un peu changé de rôle. Exactement. C'était important pour vous que votre partenaire puisse aussi avoir cette charge, qui est une charge mentale, une charge financière C'était un réel soulagement. J'étais arrivée dans une impasse contraceptive où je ne pouvais plus utiliser d'hormones, pas de stérilet parce que c'était bien trop douloureux, et de rencontrer quelqu'un qui prenait cette responsabilité-là, c'était un soulagement. Alors cette responsabilité-là, on va voir ce que ça donne. Sophie Pelou, vous êtes coordinatrice pédagogique chez l'ASBL OIS, qu'on connaissait sous SIDASOS il y a encore quelques mois, on vous connaît bien, à Bruxelles évidemment. Aujourd'hui c'est OIS, pour montrer qu'on ne parle pas que du sida dans votre ASBL, qui s'occupe des jeunes et de leur santé sexuelle. Oui, tout à fait. Voilà. Avec un principe d'éducation par les pairs et dans une vision positive de la sexualité, évidemment. Vision positive de la sexualité. Ouais. Alors, vous m'avez présenté, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés, et vous m'avez fait tester cet anneau contraceptif. Avant qu'on aille plus loin dans l'émission, je vous propose de regarder. J'ai mon pénis, je sens les deux testicules. Il y a cet anneau. Voilà. Si on peut rejouer l'autre vidéo avec le son cette fois, parce qu'il n'y a pas le son dans celle-ci. Si on la trouve à la réalisation, ce serait super. Est-ce qu'on a l'autre vidéo? J'ai mon pénis, je sens les deux testicules. Il y a cet anneau pour la contraception thermique, qui est donc le principe de faire remonter ces testicules vraiment près du corps
pour qu'ils prennent 2 degrés supplémentaires. Et du coup, ça va réduire, arrêter, empêcher la production des spermatozoïdes. Et donc, à terme, on a tellement peu de spermatozoïdes dans son sperme qu'on ne peut pas féconder quelqu'un. Et du coup, là, au niveau de l'aine, on a nos 2 testicules. Et on a donc le pénis et le scrotum qui pend. Est-ce que tu sens tes testicules? Elle est où l'autre? Et il faut savoir que la verge n'a aucun problème avec ça, donc on peut avoir des érections sans aucun souci, on peut avoir des rapports sexuels avec sans aucun souci, voire même ce petit truc peut être intéressant. On peut utiliser plusieurs dispositifs, donc par exemple des slips pour faire passer son pénis et son scrotum et qui maintient du coup les testicules à cette hauteur-là, donc à 2 degrés de plus. Voilà, on a vu un petit peu comment ça marche grâce à la démonstration de Sophie. Merci Sophie. On vous montre donc un prototype de pénis ce soir. C'est pas habituel dans cette émission évidemment, mais c'est pour montrer l'importance que ça a, parce que derrière ces petits traits d'humour, évidemment, c'est une vraie charge mentale, la contraception. Maxime, vous avez choisi donc de mettre cet anneau. On appelle ça aussi le slip chauffant parce que vous en avez devant vous, hein. Ça peut se faire aussi sous forme de slip. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc au lieu de l'anneau, il y a un trou dans ce slip et on passe son pénis et son scrotum, ça veut dire la peau des testicules, pour remonter les testicules au niveau de l'aine. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Il se passe qu'au final, il ne se passe pas grand-chose, justement. Contrairement à toute l'idée qu'on peut s'en faire, ça ne fait pas mal. C'est simplement une pratique qui n'a pas été identifiée culturellement comme servant à quelque chose, comme ayant une fonction. C'est souvent vu comme une forme d'émasculation, cette disparition des testicules, parce que tout garçon connaît ce sentiment ou ce vécu dans son corps à un moment donné d'avoir cette remontée testiculaire, parce que naturellement, le corps est pensé justement avec cette double poche, à la fois une poche qui est externalisée, le scrotum, pour que les testicules soient à une température inférieure à celle du corps, et donc pour que la spermatogénèse puisse se faire, et une poche interne aussi, à visée donc de protection pour que les testicules puissent migrer lorsqu'il n'y a pas de place par exemple, ou quand il y a un grand plaisir, que les testicules puissent venir se positionner là. Voilà. C'est ça, donc c'est juste forcer un petit peu la nature, et donc à ce moment-là, quand les testicules sont au chaud, Daniel Muriot, je vous regarde vous êtes le médecin ce soir, vous confirmez que quand on le fait pendant un certain temps, donc 15 heures par jour, au moins pendant 3 mois, on peut s'assurer d'avoir des spermatozoïdes qui ne sont plus fertiles ou en tout cas... On a une réduction de la production de spermatozoïdes, donc une inhibition de ce qu'on appelle la spermatogénèse. Et l'effet de la température sur la fertilité masculine est connu depuis l'Antiquité. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement un dispositif naturel qui permettent de contrôler la production de spermatozoïdes, effectivement, avec des contrôles. Ça nécessite effectivement des contrôles. Ça veut dire qu'on va faire des spermogrammes en laboratoire. C'est indispensable, évidemment, de faire ces spermogrammes. C'est pour pas qu'il y ait de risque. Vous, Stella, quand votre partenaire ou vous, peut-être, je ne sais pas d'où c'est venu cette idée, c'est venu de vous? C'est venu de vous deux? Quand je l'ai rencontré, il était déjà contracepté. Donc c'était une chance. Et j'ai directement eu accès au spermogramme, justement pour être certaine qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Chloé Debon, vous en parlez, vous, dans vos ateliers de contraception mutualisée. On a parlé de la méthode du diaphragme. Ça, c'est de quoi coincer les spermatozoïdes dans le vagin, pour le dire en bref. Et mutualiser parce que c'est intéressant que ce moyen de contraception soit associé évidemment à la contraception thermique pour l'homme. Ça augmente l'efficacité en fait. À partir du moment où 2 personnes sont contraceptées, il y a plus d'efficacité. Et donc l'idée dans les ateliers, c'est de pouvoir montrer qu'en utilisant 2 contraceptions naturelles, ça peut être très efficace vu que c'est doublé en fait. On a une autre manière de réchauffer les testicules aussi, c'est avec cet autre prototype que vous avez devant vous. C'est avec cet autre prototype. Alors, ça aussi, c'est très ancien comme connaissance, hein. C'était pratiqué déjà en Asie il y a des milliers d'années. C'est l'idée d'apporter de la chaleur directement aux testicules. Donc, c'était la technique du bain chauffant. Il y a eu aussi pas mal d'essais cliniques sur la chose, mais peu de développement réel, in fine. Et donc actuellement, ça se développe sous forme donc, du spermapose avec un caleçon à l'intérieur duquel est mis une compresse qui elle-même va chauffer à une température légèrement supérieure à celle du corps, et ce qui va avoir un effet donc d'inhibition, pareil, sur la spermatogénèse assez rapidement.
Voilà. C'est ça. Alors, ces méthodes, est-ce qu'on en parle dans les écoles? Est-ce qu'on en parle chez les médecins? Pour les médecins, on va demander à Daniel, mais ce qui est sûr, c'est que dans les écoles, aujourd'hui, on ne peut pas proposer ça pour l'instant aux adolescents et aux jeunes. C'est un peu plus complexe, il faut faire les spermogrammes, il faut rencontrer des professionnels qui sont en capacité d'accompagner les personnes et de les suivre. Donc les jeunes, aujourd'hui, on sait leur proposer les préservatifs. C'est ça, parce que quand on parle de contraception, évidemment, ça reste le moyen idéal en plus pour lutter contre les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Donc ça permet d'éviter les infections sexuellement transmissibles, mais c'est surtout que c'est un des moyens aussi de contraception, si on veut, les plus accessibles. On peut le trouver gratuitement dans pas mal d'endroits. Donc pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, c'est quand même assez utile, sachant qu'il y a même une certaine mutuelle qui rembourse un certain nombre de préservatifs à l'année. Donc il y a toujours moyen d'en trouver dans les plannings familiaux, exactement. Dans les ASBL comme chez vous, chez OIS, je crois qu'il y a moyen de s'en procurer si on est en dèche de préservatifs. Voilà, on peut en trouver. Donc les préservatifs, pourquoi à un moment on pense à autre chose que le préservatif? Parce que c'est pénible d'utiliser un préservatif voilà, pendant longtemps. Alors ça ça dépend des gens évidemment, mais on a envie de passer à autre chose. On a envie de pouvoir avoir, je sais pas, voilà, quand on s'installe un peu avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a fait des tests par rapport au dépistage des IST évidemment, on peut essayer de comprendre comment fonctionne son corps et pouvoir gérer sa fertilité, ça fait du bien. Donc sachant que les personnes qui ont des pénis sont fertiles à partir de la puberté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est intéressant que ces personnes-là puissent gérer leur contraception au même titre que quand on a un vagin et un utérus, on doit s'en occuper pour les 4 à 5 jours par mois où on est fertile. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir d'autres types de propositions et du coup on a la vasectomie pour quand on est un peu plus âgé. Voilà, alors la vasectomie, on va y revenir. Juste avant de parler de la vasectomie, on dit contraception dite masculine dans cette émission et aussi dans le colloque que vous avez organisé, parce que vous étiez tous autour de la table du colloque Focus sur les couilles qui était organisé il y a 2 semaines maintenant. Pourquoi on dit dite masculine? Alors c'était le premier événement de la sorte en Belgique pour la contraception dite masculine. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi on a appelé l'événement Focus sur les couilles? C'est pour pouvoir être le plus inclusif possible et que les personnes, donc on parle des personnes qui ont des pénis et des testicules pour cette contraception-là, donc ça peut être une femme aussi. Qui a un pénis. Donc c'est pour essayer d'inclure en fait il y a les personnes des femmes trans qui ont des pénis, il y a les personnes intersexes aussi qui peuvent se sentir concernées. Et donc là on était pour être... Si vous demandez pourquoi il est écrit dite masculine, c'est pour ça. Alors on passe maintenant à la vasectomie, Daniel Murillo. On va voir un schéma, si vous le voulez bien, donc un schéma d'un pénis, d'un organe sexuel masculin. Je ne sais pas s'il peut arriver, mais donc la vasectomie... Voilà, on le voit ici, on coupe en fait les canaux déférents. Vous voyez, donc c'est le petit tuyau qui passe dans le scrotum, c'est-à-dire dans la bourse en fin de compte, et qui est très, très facilement palpable sous la peau. C'est vraiment extrêmement facile. Tout le monde peut le faire, il suffit de le sentir. Et c'est ça qu'on va, sous anesthésie générale, sectionner. On ne touche ni aux testicules, ni à la prostate, ni à rien d'autre. Donc, je veux dire, toutes les hormones, toute la manière de fonctionner, la sexualité, ni le volume éjaculatoire, tout ça va rester identique. Simplement qu'il n'y aura pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Tout simplement. C'est ça. Est-ce que c'est réversible ? Difficilement. Alors, donc, ce sont des techniques qu'il faut envisager comme étant définitives parce que revenir en arrière est toujours plus difficile et c'est de la microchirurgie. Si vous recevez un patient qui vient vous voir pour une vasectomie, vous ne lui dites pas il y a des chances que ça puisse être réversible. Il faut le considérer comme étant définitif. Voilà, il faut le considérer comme étant définitif. Même si ça existe, la technique existe, mais elle n'est pas non plus avec des taux de succès extraordinaires. Alors, vous pouvez le faire, mais je crois que vous ne le faites pas, des injections hormonales pour les hommes aussi dans les hôpitaux en tant que médecin bien sûr. Ces services. Donc, le concept de la contraception hormonale a été bien établi depuis les années 90. Et donc, il y a des tas d'études qui montrent que c'est efficace. Il y a certes des effets secondaires, mais à l'heure d'aujourd'hui, aucun contraceptif masculin n'est sur le marché en Belgique ou en France ou en Europe, je pense. Donc, si on peut le faire, c'est sur des indications, entre guillemets, en dehors de l'indication officielle, avec un consentement du patient, et donc avec aussi des contraintes de suivi médical, d'analyse du sperme, mais également des examens sanguins.
qui fait que la contrainte est beaucoup plus importante. Et donc on vient s'injecter des hormones tous les 3 mois, ça coûte 120 € et c'est pas remboursé. Et c'est pas, en plus c'est cher parce que c'est pas remboursé, donc, évidemment. En gros, vous n'avez pas de patients à présent, qui font ce genre de trucs. Les hormones, on va en parler avec vous, Stella et Chloé, parce que vous en avez souffert, vous, de votre prise d'hormones en tant que femme. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'existe pas encore pour les hommes, parce qu'il y a des effets secondaires, et on dit que d'après certaines études, les effets secondaires seraient moindres chez les hommes, et pourtant les femmes prennent encore la pilule aujourd'hui. Moi, ça a été surtout une prise de poids considérable. Donc j'ai arrêté de prendre la pilule au bout de 6 mois, parce que vraiment, je ne me reconnaissais pas. Et le fait de prendre un médicament comme ça tous les jours, ça me semblait être une forme d'esclavagisme, un médicament dont je ne connaissais pas les conséquences. Donc voilà, Chloé, c'est un peu la même idée pour vous? Oui, c'est un peu la base de la réalisation de mon documentaire. J'ai pris la pilule 10 ans et moi, c'est en l'arrêtant que j'ai eu des problèmes de santé. Et donc oui, c'est à un moment donné se dire quelle alternative on peut trouver. Et je me suis confrontée, moi, à en fait des grosses difficultés à trouver des alternatives parce que déjà, pas forcément toujours des professionnels de santé en face très compréhensifs par rapport à ça. Et donc l'idée des ateliers, c'est de se dire ok, il y a des choses existent, le diaphragme, la symptothermie, la contraception masculine. Donc la symptothermie en quelques mots. Oui, donc c'est une méthode d'observation de cycle, et donc en fait on prend sa température, on analyse ses glaires cervicales ou la position du col de l'utérus, et on arrive à définir l'ovulation et donc la période de fertilité. Et pendant cette période, on choisit d'utiliser un préservatif ou de ne pas faire l'amour ou faire l'amour autrement. Parce que le Sophie le disait bien, il y a plein de façons de faire l'amour. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les pénétrations vaginales, évidemment. Ouais. Alors, ce genre de méthodes, est-ce qu'elles sont recommandées dans les hôpitaux? Comment vous dealez avec ça dans le corps médical? Alors, on est au courant de ces méthodes, effectivement, mais elles sont confidentielles. Elles ne sont pas... Il n'y a pas de c'est protocole pas le mainstream. Existe, il n'y a pas de protocole. Et donc, ça dépend essentiellement de l'intérêt qu'a le praticien de se former, d'avoir l'information nécessaire pour pouvoir orienter les gens vers ces techniques différentes de contraception mutualisée. Je voulais peut-être revenir sur... je pense que j'ai fait un lapsus. Dans la vasectomie, c'est bien une anesthésie locale. Ce n'est pas une anesthésie générale, bien sûr. On rentre chez soi quelques heures plus tard. Une heure et après. Tout ce qu'on peut avoir, c'est un petit gonflement. Exactement, les effets secondaires sont extrêmement faibles. Voilà. Et c'est un peu plus contraignant même pour une femme de se faire ligaturer les trompes bien que sûr, de faire une toutes les études montrent donc que la contraception définitive pour les femmes est plus compliquée. Plus compliquée, plus dangereuse que la contraception définitive masculine. Effectivement. Voilà. Pensez-y, chez vous, en couple ou pas en couple forcément. La contraception thermique, du coup, ces petits anneaux que vous avez devant vous, on voit qu'il y a plusieurs tailles, forcément, il y a plusieurs tailles de pénis. Est-ce qu'ici, il existe un protocole? On en est où dans la recherche là-dessus? Est-ce que ça peut être recommandé par des médecins? Vous êtes français, vous venez de Lille, vous venez présenter votre produit aussi en Belgique très souvent, vous participez à beaucoup d'ateliers, mais vous êtes français à la base. Comment ça se passe en France et comment ça se passe en Belgique? En Belgique, clairement, ils découvrent ces protocoles parce qu'il y a bien un protocole qui date de 2012, qui a été rédigé par Jean-Claude Souffire et Roger Miosset, qui est donc à visée des professionnels pour que les professionnels puissent... C'est-à-dire qu'un médecin traitant peut aller trouver des infos sur ce petit anneau qu'on va mettre autour de ce prototype de pénis mauve. Alors sur cet anneau, mais c'est surtout sur le protocole. Le protocole en lui-même parle, ce principe d'exposer ses testicules à de la chaleur du corps pendant 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Ce protocole, il est établi, quels que soient les outils que vous utilisiez. Vous pourriez même le faire avec vos propres mains, mais ce serait peut-être pas si facile dans la vie quotidienne. Pour 15 heures par jour, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Ouais. Donc il y a une multitude d'outils à différencier du protocole. Lui, le protocole est validé médicalement, il est reconnu par le ministère de la Santé. Il y a d'ailleurs une formation dans le cadre de la formation continue des médecins qui est dédiée au protocole de contraception masculine thermique et hormonaux en France qui va être le 20 avril. Donc il y a une réelle reconnaissance, mais les outils peinent encore à devenir visibles et accessibles parce que les études sont encore en cours pour les valider indépendamment les uns des autres. Mais par contre, il y a de plus en plus de collectifs, de militants qui le vendent, qui expliquent comment ça fonctionne.
Le tout ce soit que ça puisse être confronté au monde médical. Hein. Daniel, je vous regarde vous. C'est un peu ce qui manque pour les gens, peut-être pour se lancer et se dire, ok, j'y vais. J'ai vu sur Internet que ça existait, que je peux acheter un tel anneau, mais maintenant il faut que mon médecin puisse m'accompagner dans ces démarches. Je suis tout à fait d'accord. Et donc à ce niveau-là, en Belgique, il n'existe pas justement de formation à ces techniques alternatives parce que pas encore reconnues officiellement. Et donc c'est difficile de faire passer dans les milieux académiques et donc dans le milieu médical ces techniques qui sont effectivement l'apanage d'un militantisme de la contraception masculine. Mais je pense que le principe a été validé. Effectivement, j'ai lu les études. Le principe a été validé. Il est efficace. Il a été validé sur 4 ans, je pense, si je m'abuse. Maximum 4 ans. Et est tout à fait réversible. Donc, je pense que de notre côté, ici en Belgique, je pense qu'il faut sensibiliser le milieu académique et médical à ces alternatives pour que le médecin traitant, les urologues, les andrologues ou les gynécologues, pourquoi pas, puissent proposer ces différentes techniques avec évidemment le consentement du couple ou de la personne. Il y a peut-être aussi un effet, on a vu tout à l'heure les chiffres qui sont sortis sur les hommes bruxellois de 30 ans qui ne vont pas chez le médecin. Évidemment, ça n'aide pas à imaginer ce genre de processus. Donc, allez aussi chez vos médecins traitants et parlez-en. Je crois que ça peut être un bon... aussi de ces approches-là qui permettent aussi en santé publique de ramener le garçon dans un processus doux de médicalisation, dans une approche proactive et d'aller rechercher aussi des pathologies larvées ou de faire des dépistages d'IST. Et la contraception thermique, elle sert aussi à ça dans cet accompagnement doux et médical. Alors, j'aimerais juste rappeler une dernière chose, c'est que la thermique, elle est efficace à plus de 99,6%. Donc, c'est l'une des méthodes qui est les plus efficaces qui existe à la même échelle qu'un dispositif intra-utérin. Et couplée à ça, elle n'a pas ou peu d'effets secondaires, donc aucun effet hormonal ou central. C'est ça, et dès qu'on l'arrête, après on récupère un taux de spermatozoïdes qui est valide pour après procréer éventuellement. Tout à fait. Je voulais rajouter que toutes les études ont été faites sur des hommes ayant un spermogramme, une analyse de sperme préalable normale. À partir du moment où on a un sperme anormal, ce n'est plus une indication de contraception. Donc, on commence de toute façon par les vérifier son taux de spermatozoïdes via un médecin dans un laboratoire et ça se fait, c'est remboursé. Tout à fait. Ça se fait partout en Belgique. Chloé, vous arrivez dans vos ateliers à attirer des hommes aussi? Oui, ils sont effectivement un peu plus timides, mais ils sont curieux et quand ils sont là, ils sont vraiment intéressés. Et ça me fait penser à ce que tu dis. Effectivement, je pense qu'il y a une grande médicalisation du corps de la femme. Et puis finalement, les hommes, eux, le pendant de la gynécologue, c'est l'andrologue. Et il y en a peu, on ne le connaît pas forcément bien, ce professionnel de santé. Non, il n'y a pas d'espace qui est, comme pour la femme, dédié à la contraception, à la santé reproductive. Chez l'homme, ça n'existe pas. C'est ça. Donc, il y a l'urologue, mais pour des problèmes bien précis, mais ils ne sont pas ni formés, ni sensibilisés aux différents types de contraceptifs masculins. Et tout est à faire. En tout cas, chez nous, tout est à faire. Et précisons aussi qu'un homme est quand même fertile plus longtemps qu'une femme pendant plus de temps. Donc forcément, une femme va être fertile une fois par mois, tandis qu'un homme est fertile 24 heures sur 24 pendant quasiment toute sa vie. Et on dit que c'est un problème de meuf. Voilà. Et d'où l'intérêt, d'ailleurs, je pense que les gynécologues femmes puissent aussi présenter dans le panel contraceptif des moyens de contraception pour hommes, et pas uniquement pour les femmes. Dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup plus de réflexes dans ce sens, mais pas ici, pas dans les pays francophones. C'est vrai qu'il y a une vraie différence, d'après une étude réalisée par le planning familial, la Fédération des plannings familiaux. On voit qu'il y a une différence sociétale entre ce qui se passe du côté de l'Angleterre et puis en France, Belgique, où c'est plus compliqué, ça reste vraiment des questions liées aux femmes. Et puis, parlez-en autour de vous, vous allez voir que ça reste une question liée aux femmes. Ça doit commencer aussi à l'école, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La manière dont on parle de contraception à l'école, c'est souvent très genré, mais c'est la manière dont on l'aborde aussi dans la société en général. La contraception, donc c'est le féminin. Et du coup, ça c'est effectivement un problème puisqu'on n'inclut pas du tout tout le monde dans les conversations. On arrive parfois à avoir des séances d'éducation à la sexualité où on sépare les filles et les garçons pour faire la contraception avec les filles. Et on va parler des IST par exemple avec les
garçons, c'est problématique. L'intérêt est plutôt de mélanger les jeunes et que tout le monde puisse... Voilà, je dois vous couper parce que c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On le rappelle, il y a eu un événement focus sur les couilles qui a eu un vrai retentissement. Donc ça veut dire que les gens veulent s'informer et veulent avancer sur ces questions. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle soirée sur BX1 et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro d'Autrement.